niet meer. Dus het is nu zo'n een klein groepje. Dus moeten we gewoon achteraf die opname, misschien kun je het gewoon eerlijk zeggen, dat je naar de teamvergadering moet om 12 uur. Ines, en dan ja. Maar je moet nog eten. Daarmee kijk ik dat beter is vanavond is. Gewoon helemaal. Ja. Dus toen we daar gewoon in de chat zetten. Dat is wel weten. Of dat wordt toch niet... Nee, dat wordt niet gecontroleerd. Niks gecontroleerd. Okay. Ines, we horen jullie conversatie. Oei, sorry. Zalig. Mijn excuses. Geen probleem. Het is maar dat je het weet. Ik weet niet hoeveel er nog gaan komen. Ik ga eens kijken of ik iedereen kan zien die er is. Ik zal nog even wachten. Nog 2 minuten. Encore attendre un instant. Encore 2 minutes. Ok. Alors j'éteins le son. Et donc je commencerai à 39. Ou nous plutôt. Op mijn scherm is het 39, dus denk ik dat we... 39 à mon écran et donc nous pouvons débuter cette réunion, cet atelier concernant la valorisation du multilinguisme dans l'enseignement. Et donc on en a déjà discuté ce matin. Et c'est vraiment un sujet d'actualité et très important à mes yeux. Le multilinguisme. Et donc, Jeng l'a déjà indiqué. Malheureusement, notre enseignement ne voit pas encore la plus-value du multilinguisme. Je me souviens d'un prof quand j'étais à l'UNIF et il disait « Le multilinguisme est un atout individuel, mais une faiblesse collective parce qu'on peut avoir des secrets l'un pour l'autre. » Et il le disait au début des années 80. Je m'en souviendrai toujours. Et je vais d'abord me présenter. Donc, je travaille pour Vluchtelingen Vlaanderen où je m'occupe de l'enseignement. Et donc, j'ai eu une expérience dans ce secteur avant. J'ai eu moi-même une éducation bilingue, néerlandais-français. Par ailleurs, en tant que jeune, j'ai eu beaucoup de contacts avec d'autres cultures.
Ainsi, j'étais en contact avec une jeune fille algérienne et quand on avait 6 ans et jusqu'au moment où elle avait 14 ans, elle passait toujours 2 semaines chez nous pendant l'été. Et donc, j'en ai appris pas mal de choses. Et après, j'ai encore vécu plusieurs années en Suède où donc j'ai enseigné donc les langues de domicile et où j'ai aussi donné des formations interculturelles en entreprise et j'ai participé à des soirées organisées pour les parents à l'école là-bas. Alors on peut peut-être d'abord faire un tour de table et tous se présenter avant de débuter la réunion. Car je crois que c'est une bonne idée de faire connaissance pour ensuite partager nos impressions et nous aurons aussi des questions pour vous. Et donc, je serais curieuse de connaître votre retour. L'idée, c'est de tirer les conclusions de ce qui est dit aujourd'hui, également au niveau politique. Cela cadre dans ma fonction. Donc, il y a les signaux qui découlent des présentations de Laura Hemling et de Catherine. Et donc, j'essaie de faire passer cette information aux structures faîtières et au cabinet. Donc, Zheng, tu es le premier qui figure chez moi à l'écran. Je te connais déjà, mais les autres peut-être pas encore. Donc, tu peux d'abord te présenter. Oui, d'abord une chose que je n'ai pas encore dite avant. Je réside en Belgique depuis 2015, depuis presque 6 ans donc. Et donc, je suis un réfugié politique. C'est comme ça que je suis arrivée ici en Belgique. J'ai appris les langues, le français, et puis ici, je suis considérée comme néerlandophone. J'ai suivi une formation pour devenir enseignant et j'ai choisi comme cours facultatif l'anglais et la morale laïque. J'ai travaillé dans une école secondaire. J'ai également travaillé dans l'enseignement euh, pour enfants handicapés et j'ai fait un travail de fin d'études sur l'implémentation de l'anglais dans ce type d'enseignement. Et là, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc, les enfants dans l'enseignement spécialisé, on pense qu'ils ne peuvent pas apprendre la langue. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Moi, je parle cette langue. Je suis passionnée par le multilinguisme et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Et maintenant, j'enseigne les langues à des adultes. Et puis, je donne la parole à Karen. Merci beaucoup, Véronique, très brièvement, car je prendrai encore la parole après. Et donc, j'ai étudié les langues à Amsterdam, la philologie italienne, et puis j'ai poursuivi dans le linguisme et je travaille depuis longtemps dans le domaine du multilinguisme dans l'enseignement. Je suis mère d'un enfant tri ou multilingue, mais on en reparlera après. Donc, voilà, c'est tout pour l'instant. Merci, Karen. Et alors, le suivant? Pas de réaction? Seiya, vous nous entendez? Ja, sorry. Hallo, het is Maxime. Ik wou even Ah, vragen. désolé, c'est Maxime. J'ai une question. Ik hoorde het even niet. Mijn internet was. Je ne vous entendais plus, donc je n'avais plus de réseau. Et peut-être que c'était également le cas chez les autres participants. Oui, en effet, donc on ne t'entendait plus, Véronique, donc je n'ai pas entendu le nom que tu avais cité. OK. Maintenant, je vois Seiya. Est-ce que tu pourrais te présenter? Même si tu apparais en contre-jour, c'est peut-être difficile. Hoi, ik ben Saya van Gerven. Bonjour, Saya van Gerven, donc enseignante dans une école primaire régulière aux Pays-Bas, à Ten Bosch. Et je me suis inscrite pour cet atelier parce que nous constatons ces derniers temps que nous avons beaucoup d'enfants hispaniques qui ont des difficultés à communiquer en néerlandais entre eux et avec nous.
balans in te vinden. Alors, pour moi, c'est difficile de trouver un équilibre. Quand est-ce qu'on l'autorise? Quand est-ce qu'on utilise la langue? We kappen het af en Et quand est-ce qu'on het kan. l'interdit? Daar ben ik eigenlijk een beetje naar op zoek. Donc, je cherche cet équilibre. Dat is fijn, dan weten we dat. Très intéressant. Direct rekening mee. Alors, nous pourrons tenir compte de cette info. Fijn. Merci. Oké, dankjewel, Sea. Nu, Merci bien, Céa. Et maintenant, je vois apparaître Inès, qu'on a déjà entendu brièvement de manière informelle. Bonjour Inès. Bonjour à tout le monde. Je suis Inès, étudiante en orthopédagogie. Je suis dans ma dernière année du master. lawaai is dat bij Excusez-nous, mais il y a beaucoup de bruit de fond. Est-ce que c'est chez vous? Oui, désolé, c'est chez moi. C'est très difficile pour les interprètes comme ça. Donc, je suis étudiante et pendant un an, je suis en stage chez OCAN. Et donc, nous sommes intéressés par le concept du multilinguisme parce que parfois, dans nos locaux, donc, nous constatons que nos visions diffèrent. C'est pourquoi donc, on voulait approfondir cette matière. Et je vais m'excuser parce que je devrais vous quitter dans 20 minutes. À ce moment-là, j'aurai une réunion d'équipe. we gaan zeer snel de presentatie. OK. Alors, on aura tout de suite la présentation et on va peut-être commencer par tes questions pour Cengiz et Karen. C'est peut-être intéressant pour débuter la réunion. Est-ce que c'est OK pour Cengiz et Karen? Ja, Of Ines, sorry. Ja. Maar zo is het beter. Inès, désolée. Et Véronique, je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on commence déjà? Oui, on va d'abord donner à l'occasion à tout le monde de se présenter. Étant donné qu'Inès doit nous quitter après, on va d'abord écouter ses questions. Et puis après, je crois que Jeng et toi pourront y répondre. Oui, je propose que tout le monde se présente d'abord et Inès peut aussi nous recontacter après. Regardez l'enregistrement. Oui, il y aura un enregistrement. Parfois, je suis trop flexible. C'est bien d'avoir une structure. Frédéric Kreens. Bonjour, vous voulez que je me présente, c'est ça? Frédéric Kring, je suis tutrice. Voilà. Et enseignante de formation. Hein. J'étais longtemps enseignante en école normale. Donc, Ah oui, d'accord. voilà. C'est ça mon intérêt. Je trouve que l'intervention sur le plurilinguisme est vraiment très, très intéressant. Et figurez-vous que je n'y avais jamais pensé. Et donc, c'est d'autant plus interpellant. Ah, ça, c'est fantastique. Merci. Et puis, il y a encore er is Floor. Floor, kan jij je even voorstellen? Hoort Floor mij? Nee. Dan ga ik al over naar Maxine. Hallo. Oh, mijn camera is uit. OK. Désolée, ma caméra s'est éteinte. Je suis Maxime, enseignant au Cannes, donc les primo-arrivants, et j'ai en fait la même question que Céa. Donc, j'ai une classe avec des enfants anglophones et hispanophones, et l'équilibre est souvent difficile à trouver. Je veux écouter les élèves, je veux savoir ce qu'ils ressentent, quels sont leurs problèmes. Je comprends bien l'anglais et l'espagnol, mais il est difficile d'atteindre un équilibre. Moi-même, j'ai eu une formation multilingue et nous parlons l'anglais, le français et l'arabe à la maison et donc je suis un grand fan du multilinguisme. Merci Maxime. Et puis Géraldine. Goeiedag. Présentez aux autres participants. Oui, donc moi je suis aussi enseignante de formation en langue, en anglais, en espagnol.
Je coordonne une école des devoirs où on accueille essentiellement des primo-arrivants qui fréquentent ou non le DASPA et donc qui viennent de nombreux pays différents. Le journalisme est aussi une réalité à la maison aussi et Oui. dans le travail. Ok. Le son est un peu moins bien, Géraldine. Peut-être qu'il faut parler un peu plus proche du micro, je ne sais pas. Alors, on va écouter Nathalie Van Obel of Aubel. Nathalie? Kan jij je voorstellen? Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter? On ne t'entend pas. On vous entend pas. Je ne sais pas si c'est néerlandais. Ah, Nathalie me fait le petit message qu'il va se connecter par son G. Bon. Ouais. Les casques ne fonctionnent pas. C'est les petits soucis techniques. Une fois qu'on est passé par là, tout ira. Ah, voilà. Sinon, je commence avec la... Ah oui, voilà. Voilà, Nathalie. Ah, vous voilà. Ah, on ne vous entend pas. Désolée. Ah, si, vous êtes connecté par l'audio maintenant. Attendre. Si, ça va aller. Voilà. Alors, voilà, je pense que ça va fonctionner. Voilà, on vous entend. Alors, moi, je vous entends pas. Ça fonctionne. Vraiment désolée pour ça. Donc, voilà, moi je suis enseignante maintenant dans une école et donc je travaille dans un DASPA, mais aussi dans d'autres sections de l'enseignement régulier. Donc ça faisait vraiment très très écho tout ce qui a pu être dit sur le fait qu'il n'y a effectivement pas vraiment de passage ou de grande connexion entre les enseignants des DASPA et les enseignants de l'enseignement régulier. Mais avant ça, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu politique. Ma première formation, c'est sciences politiques. Et j'ai travaillé au cabinet de la ministre de l'Éducation francophone. Et c'est en travaillant sur les matières justement liées à l'école. Donc, c'était une cellule école et société. C'est en travaillant dans ces matières-là que j'ai passé le cap et j'ai donc réalisé un master en français langue étrangère. Et alors, je suis venue vers l'enseignement sur le terrain. Donc voilà, c'est ma 3e année avec un gros bagage d'analyse politique derrière, mais aussi comme tout enseignant qui démarre dans l'enseignement, on fait parfois un peu du bricolage, on essaie de se former comme on peut et on découvre la réalité de terrain qui est parfois très différente de ce que celle on a pu voir dans les cabinets ou même sur les bancs du NIF. Donc voilà. Et donc, oui, j'ai été très intéressée ici. Donc, particulièrement, j'ai une grosse communauté d'élèves roumains. Et donc, c'est vrai que dans un de mes travaux l'année passée, j'ai pas mal abordé le multilinguisme et donc l'apprentissage, donc l'intégration des langues maternelles des élèves durant les cours. Et donc, voilà, j'essaye de l'intégrer le plus possible dans mes enseignements et ça fonctionne vraiment bien. Parce que vraiment, il y a plein d'aspects positifs à faire ça. Mais donc, j'étais intéressée d'aller un peu plus loin en m'inscrivant à cet atelier. Merci. Voilà, merci Nathalie. Maintenant, je crois que tout le monde s'est présenté. Donc, ja, ik ga in het Nederlands verder gaan voor de vertaling. Je vais continuer en néerlandais.
Je commencerai par ma présentation qui sera assez courte, surtout en ce qui concerne les trajets qui permettent de renforcer les compétences. Donc, c'est un projet de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Je partage mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui? Vluchtelingenwerk Vlaanderen a développé des projets pour renforcer les compétences. Et pourquoi? Parce qu'on recevait des signaux d'OCAN et de l'enseignement supérieur comme quoi les élèves et les enseignants constataient que souvent les compétences n'étaient pas reconnues dans l'enseignement à l'égard de ces jeunes. Alors, nous nous sommes demandé quelles sont ces compétences qu'ont ces jeunes. Est-ce que l'OCAN se base sur les compétences présentes parmi ces jeunes? Et oui, donc il y a ces jeunes qui connaissent déjà un peu le néerlandais et qui vont tout de suite interpréter pour leur famille et leurs amis. Et donc, à l'école, nous cherchons aussi des gens quand nous avons besoin d'un interprète pour une certaine langue. Alors, j'ai posé la question suivante. OK, tout cela se fait de manière informelle. Donc, vous faites appel à des interprètes. Parfois, ce sont des enseignants, des anciens élèves ou des parents. Mais le monde politique ou la direction ne sait pas que vous avez besoin d'interprètes et les autres enseignants n'ont pas détecté ces compétences. Si cela se fait de manière informelle sur le terrain, il faudrait renforcer cette compétence et la rendre visible en organisant des formations pour ces jeunes. Et donc, au début, on a parlé d'aide linguistique. Maintenant, on parle de talkie, parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui peuvent interpréter des conversations très simples. Alors, pour cela, j'ai conclu un partenariat. Nous avons cherché des jeunes qui voulaient devenir interprètes officiels. Il y avait des possibilités parce qu'il y a beaucoup de jeunes multilingues qui ont envie d'interpréter et qui veulent rendre service aux enseignants OCAN qui ont véritablement représenté une plus-value pour eux. Et donc, nous voulons renforcer cette compétence et nous avons trouvé une formation chez Brussels Ontaal qui a une longue expérience en la matière, qui a formé des interprètes depuis des années pour ces conversations simples. Et le but est que ces jeunes puissent reprendre cette compétence d'interprétation sur leur CV. C'est une plus-value. Et donc, ils sont formés dans de nombreux domaines. Il y a la déontologie, quelle est mon attitude, comment réagir en cas de conflit, comment prendre note rapidement. Donc, ce sont là des compétences abordées dans cette formation et ils sont très satisfaits en la matière. Et aujourd'hui, ils sont environ 30 qui ont été formés au niveau d'une seule et même école. Et on entend les réactions, style, c'est une occasion tout à fait unique que nous avons eue. Après leur formation, ou pendant la formation, en fait, ils bénéficient en fait d'une part d'une reconnaissance sociale, sociétale, et une récompense en tant que bénévole également. Et l'avantage, c'est qu'ils se rendent également dans des écoles où ils peuvent servir de passerelle avec des enseignants qui, généralement, ne savent même pas à quel point ce plurilinguisme est important. C'est aussi une prise de conscience, en quelque sorte, une sensibilisation sans avoir l'intention de le faire. Et ça, c'est une conséquence vraiment tout à fait inestimable. Voilà. Depuis septembre 2020, comme vous le voyez ici, nous avons formé 21 interprètes. Et après cette épreuve, après ce test, ils ont pu s'inscrire
près de l'ASBL Bruxelles Accueil. Et 13 personnes, effectivement, sur 21 se sont réellement inscrites. Ce n'est pas toujours évident, parce que, bon, voilà, ce qui est laborieux souvent, c'est que certains d'entre eux résident temporairement à l'étranger, ont des problèmes d'école. Mais donc voilà, nous suivons de près, en fait, toute cette trajectoire. L'inscription à cette liste, bon, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours évident. Les jeunes se trouvent souvent dans des procédures de demande d'asile, ce qui, bien sûr, prend énormément de temps et d'énergie, doit faire plein de choses à la maison, pour la famille. Donc, ce trajet n'est pas tout simplement un chemin vite fait de A à Z. Non, c'est avec pas mal d'obstacles. Et puis, l'avantage, c'est qu'ils ont des contacts avec plusieurs secteurs, ce qui leur permet d'être valorisés dans ces secteurs et par ces secteurs, ce qui leur donne des contacts et en fait des portes d'entrée dans les secteurs respectifs dans lesquels ils ont travaillé. Il y en a certains qui ont fait une formation pour être enseignants et qui ont rejoint notre équipe en fait. Et pour nous, l'essentiel, c'est de poursuivre toute cette démarche et ce projet en 21 et 22-23. Et là, on va se focaliser davantage sur les femmes et surtout les mères plurilingues. Parce que souvent, c'est une question d'isolement social. Ce sont souvent les mères qui sont cantonnées dans leur rôle, qui n'ont pas trop de contact avec le monde autour d'elles. Et si maintenant, voilà, ces femmes arrivent à valoriser et faire valoriser leur connaissance de langue, elles peuvent même, depuis leur domicile, contribuer à tisser des contacts avec des gens qui ont du mal à s'exprimer. Et nous espérons donc créer 5 à 6 groupes de femmes multilingues, de mamans multilingues en quelque sorte. Puis à Bruxelles, nous avons fait le lien entre OCAM et DASPA. Nous avons des réunions plurilingues. Il y a un contact étroit entre les deux ailes, donc le côté néerlandophone et le côté francophone, pour échanger sur notamment le bien-être psychosocial, déroulement au sein plutôt donc des centres de demande d'asile, parce que parfois les jeunes résident en centre francophone pour en fait être accueillis dans une classe néerlandophone. Plus kafkaïen que ça, ça ne marche pas, malheureusement. Alors la communication entre l'école d'une part et le centre d'asile d'autre part n'est pas des plus aisées. Pour ne pas parler des éventuels tuteurs qui eux aussi peuvent encore parler une autre langue. Parfois, c'est un dédale impossible. C'est pourquoi à Bruxelles, où géographiquement, heureusement, on est plutôt proches les uns des autres, il y a ce réseau plurilingue. Et afin, en fait, de pouvoir copier cette démarche en zone frontalière, en Wallonie notamment, et en Flandre occidentale. Il y a quelques détails ici que je vais passer. Il y a aussi un autre projet, je vais qualifier de projet habilitant, donc pour renforcement de compétences. C'est un trajet de développement personnel en tant que coach. Le but, c'est de permettre aux ex-membres OCAN de devenir coach pour les nouveaux venus. C'est une espèce de fonction de buddy en quelque sorte, ou d'accompagnant. Ça, c'est en fait en grande ligne, si vous voulez, l'essentiel de cette nouvelle démarche que nous avons lancée. Vous avez ici quelques images qui vous permettent de voir l'ambiance avec une série d'activités que nous entreprenons. Mais bon, voilà. Alors, question, la langue du domicile comme bouée de sauvetage au début de l'enseignement, oui ou non? Écoutez, moi j'ai enseigné aussi en Suède, mais quel est le grand écart par rapport à la Belgique? Ou quelle est en fait la fameuse différence
entre la Suède et notamment la Flandre, et aussi par rapport à DASPA, même si je suis moins au courant. Mais la différence, c'est que il y a un tour d'horizon plutôt situationnel qui est organisé en Suède, une espèce d'examen préliminaire pour sonder toutes les compétences que les nouveaux venus ont. Mais ça peut aller très loin. Est-ce que vous avez déjà acheté un jour une voiture? Est-ce que vous avez fait du foot? Vous avez fait vous-même des opérations bancaires? Vous avez été membre à la bibliothèque, par exemple, des choses pareilles. Donc, pour réellement avoir une image complète des nouvelles recrues, en quelque sorte. C'est un screening, si vous voulez, qui est fait pendant plusieurs semaines dans la langue de l'élève, avec médiation de l'interprète. Vous avez ici une vidéo de quelqu'un qui explique cette démarche en davantage de détails. Je vais vous montrer ça vite fait, mais avec le matériel qui met à disposition le ministère de l'Enseignement, afin de faire cette situation préliminaire, vous voyez de quelle façon donc elle entre en contact avec l'élève pour en fait mettre toutes les pièces du puzzle dans la vie de cet élève. Malheureusement, c'est en suédois. Il ne pourrait pas y avoir de traduction depuis le suédois. Ici, c'est une fille pakistanaise. Donc, c'est une interprétation par téléphone. Ja, jag förstår. Bra. Och du som tolk, har du fått tagit del av materialet i den här kartläggningen? Nu zegt zij aan degene die tolkt, jij die tolkt, jij Alors, hebt elle dit à l'interprète, tu as pu prendre connaissance de ce matériel de cartographie personnelle. Et donc, elle dit oui, effectivement, parce que les interprètes reçoivent en amont de cet entretien tout le matériel de, disons, cartographie situationnelle pour réellement faire tout l'horizon de ce que a fait, vécu et appris la personne qu'on a devant soi. Mais bon, voilà, vu le délai imparti qui est fort limité, on ne va pas tout vous montrer. Mais grâce à cette cartographie, on met les différents élèves dans des classes les plus appropriées possibles, disons. Et après une période d'introduction, ils sont en fait installés dans une classe de préparation. C'est comme on a un peu du côté de Okan et d'Aspa. C'est en fait la même démarche pendant 8 à 9 mois. Même si ce n'est pas en fait la même démarche, parce qu'il y a plein d'enseignants qui viennent donner cours dans cette classe introductoire ou préparatoire. Si, par exemple, on constate que l'un ou l'autre élève maîtrise très bien la terminologie technique, cet élève peut passer immédiatement vers la première classe réelle, vers le premier niveau réel de cette discipline X ou Y. Ce qui fait que pour certaines disciplines, on peut être à plusieurs niveaux. Parce qu'on a constaté dans toutes les recherches que plus on met, plus rapidement on met les élèves dans un groupe réel avec des élèves qui parlent, dans ce cas-ci suédois, mieux ils atteindront le niveau requis. Ce qui est important, bien sûr, c'est de pouvoir s'immerger dans la matière qu'il faut apprendre, dans ce cas-ci en suédois. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des orateurs natifs. Et il y a aussi donc un droit à 3 heures d'enseignement
dans la langue maternelle. Bien sûr, c'est plus facile en milieu urbain que en campagne, vu la très vaste campagne suédoise. Mais de toute façon, il y a ce droit qui est acquis à 3 heures donc d'enseignement dans sa langue maternelle. À part ça, il y a aussi un accompagnement aux études qui est prévu dans la langue maternelle et cela s'organise en fait sur mesure de l'élève en fonction de la discipline ou de la matière pour laquelle ça s'avère nécessaire. Les jeunes qui arrivent en primaire sont donc pilotés vers ce groupe préparatoire et sont ensuite orientés vers disons, les classes régulières en suédois. Mais lorsque, par exemple, un jeune de 12 à 15 ans arrive à l'école, on prévoit en fait un trajet spécifique et individualisé. C'est ce que nous appelons en fait le trajet adapté. Et à ce niveau-là, on tient compte des matières ou des disciplines qui sont importantes, outre l'accompagnement en langue maternelle. Donc, la langue du domicile, ça reste, si vous voulez, en quelque sorte, un îlot dans toute cette démarche. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pain sur la planche. Et ça a été difficile pour la Suède après 2015 pour prévoir tous ces moyens. Ce n'était pas évident parce qu'ils étaient tout à coup face à une immigration gigantesque avec plein de jeunes qui voulaient se lancer et ils se sont un peu trompés sur la masse de demandes qu'ils ont vues. Et même aujourd'hui, il y a une pénurie d'orateurs natifs pour une série de langues. Alors, je pense quand même que ce qui est important, c'est de permettre aux gens de parler la langue du domicile. Il faut réfléchir, il ne faut pas trop se braquer sur cette langue unique. Imaginez un peu que vous soyez à l'étranger. Quel est votre premier réflexe? C'est votre langue maternelle. Et ne dites pas, voilà, ici on ne parle que X, Y ou Z. Ou c'est comme, moi je l'ai vu à ma dernière école où c'était vraiment, désolé le terme, gueuler en néerlandais parce qu'il n'y a que cette langue-là qui compte. Ça, pour moi, ça doit appartenir au passé. J'ai donné moi aussi des cours de biologie et de géographie en français, en secondaire, et j'étais ravi de pouvoir le faire parce que on constate que tout à coup, il y a des francophones qui s'épanouissent et qui peuvent expliquer à un néerlandophone ce que ça signifie de faire telle ou telle chose en français. Et ça permet de valoriser les compétences de tout un chacun, de tout groupe réellement. Voilà, je ne suis pas donc spécialisé en multilinguisme. Je ne fais que plaider pour une approche plurilingue. Et je suis ravi de pouvoir rencontrer Karen, à qui je donne bien volontiers la parole. Elle est fort chevronnée, elle a énormément d'expérience en la matière et c'est elle qui pourra nous dire à quel point c'est important de pouvoir se servir de plusieurs langues. Voilà, je vais couper ici l'écran et je donne la parole bien volontiers maintenant à Karen. Merci Véronique. Even kijken, jullie horen mij, hè? Dat klopt, neem ik aan. J'assume que vous m'entendez très bien. Voilà, je vais essayer de partager moi aussi mon écran. Ga ik vast nu meteen even doen. Deze is hier. En ik zal hem ook eventjes presentatiemodus zetten. Dat hij dat doet. Ja, dat klopt. Hè? Als het goed is, ik zit alleen nog niet bij de eerste. Si Ik ga even snel terug naar de tout va bien, vous voyez mon écran. Zo.
Voilà. Oké, Veronique, dit klopt, hè? Jullie zien mijn eerste dia nu. Ja. Vous me le direz si ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que vous devez voir mon écran. Gezichten en oké, dank Veronique ook voor En tout cas, Véronique, grand merci de cette invitation. Je vais donc en toute vitesse présenter les lignes de force de notre approche. Je suis directrice de la fondation Taal naar Keuze, langue au choix.nl, pour faire la promotion davantage de langues dans l'enseignement, dans le cadre d'un projet qui a été mis en place à Amsterdam dans des écoles VO, donc en fait des écoles secondaires à Amsterdam. Et tous les élèves pouvaient choisir une langue supplémentaire, outre le trajet régulier. Il y avait quelques nouveaux arrivants, mais il y avait plein d'élèves, disons, réguliers, donc néerlandophones ou d'origine étrangère, mais de deuxième, troisième ou quatrième génération. Plus de 450 élèves ont participé et ils sont fort intéressés par les langues, ce qui est extrêmement important, non seulement donc dans le cas du développement de la langue qui est parlée à domicile, mais également donc pour apprendre quelque chose de nouveau. Nous avons travaillé avec des groupes où il y avait en fait plein de langues dans une seule classe. Et on avait constaté que souvent, ce n'était pas facile de faire le choix. C'est pourquoi nous avons lancé des trajets où en fait toutes les langues d'une classe étaient abordées l'un l'autre jour. C'est pourquoi le trajet s'appelait Alle Talen, donc toutes les langues. Alors, pour abonder dans le sens de ce qu'a raconté Véronique sur les talkies, à Amsterdam, en fait, on se sert de fonctions tout à fait similaires. J'ai assisté récemment à un échange avec des modèles en fait qui en fait servent à prévenir certaines criminalités, bizarrement. Donc, ce sont des jeunes à partir de 18 ans, en fait des jeunes entre 18 et 25 ans, des jeunes en fait qui sont donc en partie adolescents en quelque sorte, mais qui sont en fait déjà jeunes adultes. Donc voilà, ce groupe de 18 à 25 ans, en fait des jeunes qui risquent de servir d'exemple de leur père. Ce sont des exemples qui sont, par exemple, invités à certains endroits de rassemblement de jeunes, dans les écoles, par exemple, aussi. Alors, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la vidéo que nous avons faite avec l'appui de la Taal Unie, l'Union linguistique, et que ça concerne la coexistence du néerlandais et les autres langues à l'école, avec la position que nous assumons en la matière. Ce sont en fait des linguistes qui s'occupent depuis belle lurette de ce genre de démarche de coexistence de langues. Ce qui est important dans l'acquisition d'une nouvelle langue, le fait d'avoir l'implication de l'autre langue, d'après pas mal d'experts, c'est tout à fait impératif. En mettant en place et en mettant en œuvre toute cette palette de langues, on peut effectivement donc plus facilement apprendre les autres langues. Ça contribue au développement linguistique et au développement général de la personne. Ça, effectivement, ça permet d'acquérir des compétences sociales et des compétences de lecture notamment. Mais bon, les compétences communicatives et sociales, cela coule de source. Si c'est effectivement donc des jeunes qui parlent soit persan, russe ou arabe, c'est logique, bon, et c'est bien sûr agréable de pouvoir s'entretenir avec des gens qui parlent la même langue, mais ceux qui effectivement ne parlent pas cette langue loupent quelque chose. Et donc, il peut y avoir une certaine dichotomie dans le groupe. Et là, effectivement, en tant qu'enseignant,
il faut savoir gérer cette problématique pour éviter ces clivages et pour éviter que ça devienne une espèce de menace à la cohérence. Et là, je renvoie bien volontiers au lien que j'ai mis ici, donc la gestion du plurilinguisme dans l'enseignement. Mais bon, je passe vite fait sans détail. Je parlais en fait de la politique européenne en matière de plurilinguisme. On va parler en fait des nouveaux venus et de l'enseignement régulier. C'est en fait un ensemble qui se tient et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a une politique européenne en matière linguistique. En fait, on dit que tout citoyen européen devrait maîtriser une plus de langues, pas nécessairement au niveau le plus élevé, mais en tout cas, en principe, donc la langue maternelle, logiquement, plus 2 langues étrangères. Au début, on disait systématiquement que c'était la langue nationale. Donc ici, pour nous, aux Pays-Bas, c'est le néerlandais. Et à part ça, donc, c'est soit l'anglais, l'allemand, le français. Bref, les langues, disons, traditionnelles qui sont proposées depuis toujours dans l'enseignement néerlandais. Et à un certain moment, on disait, oui, c'est très bien, la langue maternelle, mais nous avons plein de langues minoritaires comme le frison, le breton, le basque. Que fait-on à ce niveau-là? Eh bien, et bien sûr, les langues de tous les immigrés qui souvent ne parlent même pas un mot de néerlandais à leur arrivée. Alors, ce qui fait que nous avons un peu adapté cette politique de 1+2, de une langue plus 2, vers 2+1. Et nous nous sommes mis d'accord que la langue commune sera à ce moment-là donc souvent l'anglais. Et la troisième langue, au moins un troisième, sera une langue qui sera apprise au choix. Mais la législation néerlandaise en matière d'enseignement linguistique n'est pas aussi mauvaise que ça. Ça permet effectivement donc d'appuyer certaines, disons, petites langues avec des possibilités devant la commission centrale. Et il y a par exemple des examens centraux pour l'arabe, le chinois, l'allemand, le français, le frison, l'italien, l'espagnol et autres. Et donc, d'autres langues viennent de s'ajouter à cet éventail. Dans la loi, il est prévu que l'élève puisse choisir la langue qu'il ajoute après le français et l'anglais, mais on ajoute, si le pouvoir organisateur l'a prévu, et c'est là que le bât blesse, le pouvoir organisateur, la direction de l'école peut ne pas proposer l'espagnol ou le turc, et à ce moment-là, c'est dommage pour l'élève, mais il ne pourra alors pas choisir cette langue. Et là, notre fondation, qui a pu développer son expérience, a maintenant prévu une plateforme en ligne. Et maintenant, on a prévu les trajets pour les examens de fin d'études qui seront proposés dans toutes les langues proposées, donc l'arabe, le turc, etc. Et donc, certainement pour ceux qui ont déjà un bon niveau dans cette langue. Et en fait, nous disons, chaque langue doit être prévue. Et je saute cette page-là. On y reviendra après. Je voulais d'abord parcourir cette page-ci avec vous. Donc, comment s'y prendre si tout le monde peut choisir librement? Il y a toute une panoplie de langues, il y a plus de 7000 langues dans le monde entier, alors ce n'est quand même pas faisable. Alors nous disons, il faut créer un cours langue en majuscule et on pourrait l'implémenter de manière diverse et également de manière très simple. Pourquoi? Donc il y a le cadre de référence européen et nous savons donc très bien
quels sont les niveaux de compétences linguistiques, quelles sont les différentes compétences linguistiques et ce qu'il faut être capable de faire, quelle que soit la langue, le polonais, le français, le swahili, etc. Il y a les plans de formation et les socles de compétences prévus aux Pays-Bas pour toutes les langues modernes. La deuxième et la troisième langue, tout cela existe déjà et peut donc être utilisé. Et grâce à l'Internet, il y a des matériaux du monde entier qui sont disponibles. Et évidemment, il faut aussi profiter de l'expertise présente parmi les parents et ailleurs dans le pays. L'expertise présente chez ceux qui connaissent cette langue et, je l'espère, également le néerlandais, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a énormément d'expertise et pour l'instant, le monde de l'enseignement n'en profite presque pas. Et ainsi, j'en arrive au système. Alors, je vois que Seya demande d'être admise à la réunion. Donc, je vais régler cela. Alors, les systèmes. Nous avons donc un site web et il y a la vidéo. Et dans la vidéo, nous expliquons qu'on peut donc régler cela en 5 étapes pour le néerlandais et les autres langues dans le cadre de Samen op school. Et donc ici, vous voyez les différentes étapes. Donc, on se lance, constat, camp, théorie et méthode de travail. Ce n'est pas tout à fait chronologique. Donc, ce sont des étapes en parallèle. Et sur le site web, ces différentes étapes sont détaillées. Et donc, aujourd'hui, je me limite aux intitulés des différentes étapes. Alors, nous avons aan de slag, lancez-vous. Donc, et là, nous préconisons le travail en équipe, c'est toujours important. Et cela m'a frappé aussi dans ce qu'a raconté Catherine. On constate que les jeunes mineurs, les jeunes réfugiés ont besoin d'énormément d'aide et qu'ils ont besoin d'aide de personnalités très diverses. Donc, non seulement les enseignants et ou le psychologue ou le thérapeute, évidemment, ils sont nécessaires, mais à côté d'eux, il faudrait aussi tout un entourage de citoyens, de gens ordinaires. Aujourd'hui, on parle de l'école et donc il faut travailler en équipe. Alors, je pose ici quelques questions, réfléchissez-y. Et ce que je sais déjà sur vous, c'est que vous pourrez répondre à ces questions. Donc, première question, quelle est votre équipe? Si vous devez travailler en équipe, qui allez-vous inviter? Qui pourrait vous rejoindre? Est-ce que ce sont uniquement vos collègues à l'école ou est-ce que vous pouvez aussi associer les parents et d'autres? Quel sera l'effort requis? Donc, tout cela tombe dans cette première étape, lançons-nous. Donc, on va travailler en équipe et l'idée, c'est aussi on se lance. On se lance dans toutes ces langues qui font partie de l'identité de l'élève. Toutes ces langues seront abordées dans l'enseignement. Et évidemment, on commence par inventariser. Donc, on voit ce qui est présent en classe ou à l'école. Ne le faites pas seul, faites-le ensemble, faites-le avec l'élève et informez-vous auprès du personnel d'école donc pour que vous ayez toutes les infos. Par exemple, vous pouvez dire, je ne sais pas exactement d'où vient cet enfant, je sais qu'il est arrivé en Belgique, mais je ne sais pas quel est son pays d'origine. La Macédoine. Merci. Et donc, quelle info est présente parmi le personnel et parmi les parents? Quelles sont les langues présentes et quels sont les souhaits des parents pour leurs enfants?
Alors, autre remarque importante, nous savons que la maîtrise de la langue et le multilinguisme sont importants pour diverses raisons. Tout d'abord, pour des raisons économiques. Après l'école, on cherche un emploi et en Europe occidentale, nous avons un certain niveau de prospérité grâce au commerce avec d'autres pays du monde entier. Et là, l'anglais n'est certes pas suffisant, donc la connaissance des langues est très importante. Nous savons aussi que des jeunes réfugiés qui sont arrivés ici, à un certain moment, souhaiteraient retourner vers leur pays d'origine. Parfois, ils sont obligés de retourner parce que la politique le prévoit, par exemple aux Pays-Bas. Et dès lors, la connexion avec la langue d'origine doit absolument être maintenue. Également dans le processus d'apprentissage et à l'école, pas seulement à la maison. À la maison, c'est déjà souvent le cas, mais les compétences académiques ne sont souvent pas acquises dans la langue maternelle, dans la langue du domicile, et on en a besoin. Donc, procédez à cette inventarisation et vous trouvez toutes les infos, tous les modèles sur notre site web Taalnarkeuze. Et là, ce qui est important aussi, c'est que dans l'école, de l'enseignement régulier, qu'après, vous partagez les résultats, évidemment avec l'équipe de l'école, mais aussi avec, par exemple, le conseil de classe, les parents, et avec les autres conseils. Aux Pays-Bas, nous avons, par exemple, un conseil où on a la direction du personnel, des membres du personnel, des parents et aussi des élèves. Et on partage donc aussi l'info avec ce conseil-là qui reflète bien la population scolaire. Donc, sondez bien les parents et les élèves avant de prendre les décisions en la matière. Car au final, il faudra intégrer tout cela dans le plan éducatif où on prévoira donc qu'on tiendra compte des langues des élèves. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est comme pour les talkies, donc les buddies en langue. Donc, les élèves peuvent devenir ce genre de buddy, même s'ils ne sont pas dans la même classe. Des élèves dès 10 ans peuvent le faire. Un élève de 10 ans peut le faire, peut aider un enfant de 7 ans pour développer ses compétences linguistiques. Et dans l'enseignement secondaire, on peut introduire d'autres langues et en faire un cours. Et il faut aussi rendre visible la richesse présente en classe. Et je voudrais encore vous montrer ce livre. Il y a cette école du Brabant de CA. Ceci est un livre que j'ai écrit avec le fonds Ramakers. Il comporte 33 portraits de primo-arrivants aux Pays-Bas. Et nous avons réalisé ces portraits pendant l'école d'été organisée aux Pays-Bas. Et donc, il y a là des réfugiés, mais aussi d'autres jeunes qui sont issus de l'immigration et qui sont venus avec leurs parents d'Hongrie, de la Roumanie, etc. Il y a aussi des jeunes d'Érythrée en provenance de la Syrie, de l'Afghanistan. Et ce qui nous a intéressés, c'est le bagage de ces élèves. Pendant 2 semaines, j'ai donné cours à ces élèves et j'ai travaillé avec eux à leur développement et nous avons aussi donc travaillé leur récit. Pourquoi est-ce si important de donner une place aux langues parlées à domicile, chez soi?
En tant qu'enseignant du néerlandais deuxième langue, il faut comprendre que la langue s'apprend toujours de la même manière, qu'on soit adulte ou non, qu'on apprenne le chinois ou l'anglais. Il y a toujours la connaissance de sa langue maternelle qui sera utilisée pour apprendre la nouvelle langue. Et cela ne peut jamais être exclu, même pas dans l'apprentissage en immersion. Donc, le professeur ne dira jamais « oubliez votre propre langue, faites comme si elle n'existe pas ». C'est une mauvaise idée. Et c'est même nocif lorsqu'on dit en classe « ici, vous ne pouvez pas utiliser votre propre langue maternelle ». Et donc, pour que l'apprentissage soit couronné de succès, donc il faut une offre très large, il faut un défi et une reconnaissance. Ce sont 3 éléments clés. Évidemment, vous connaissez déjà tout cela. Et là, vous voyez ce que je viens de dire. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue est importante. Et puis, l'alphabétisme à un jeune âge, c'est très important. Chacun doit apprendre à lire et à écrire. Parfois, on l'a déjà un peu appris à la maison, parfois c'est plutôt à l'école. Dans l'école maternelle, c'est déjà préparé et puis à partir de 6 ou 7 ans, on se concentre vraiment là-dessus. Et dans l'enseignement régulier où il y a énormément de langues qui sont présentes parce qu'il n'y a plus aucune classe aux Pays-Bas, en Flandre ou en Wallonie où on n'a que des enfants qui parlent le néerlandais ou le français, la diversité est devenue gigantesque. Dans chaque classe, on a différentes langues et des dialectes aussi. Donc, il faut associer tout cela à l'apprentissage de l'alphabétisation. Et ici, je reviens sur le livre Choose que j'ai écrit il y a 1 an et vous trouverez les infos sur le site web. Shoes, donc pour le mot anglais shoes, chaussures. Donc, la chaussure comme métaphore pour le mouvement, le voyage et donc également pour les gens qui doivent quitter leur pays. Et donc, on peut utiliser tous ces mots dans l'apprentissage, l'écriture et de la lecture. Et donc, il ne faut pas dire on commence par une seule langue, sinon ce sera beaucoup trop complexe et vous allez tout mélanger. Non, profitez de cette connaissance qu'ont déjà ces jeunes enfants, leur connaissance des sons et leurs aptitudes en écoute. Il faut en profiter. Par exemple, chaussures, comment est-ce qu'on prononce cela? C'est cela qui est important. Et donc, on part de la prononciation et puis on passe aux symboles et aux graphèmes qu'on va utiliser pour l'écriture. Et on peut aussi le faire pour les mots de la langue d'Ari ou du japonais. Même si là, le système d'écriture est tout à fait différent, les sons, on les a dans toutes les langues. Évidemment, on n'a pas tous les sons dans toutes les langues, mais on a énormément de sons qu'on retrouve dans toutes les langues. Et donc, on peut voir ensemble quels sont les graphèmes et quelles sont les lettres qu'on va utiliser pour reproduire un certain son. Et donc, il y a l'écriture latine qu'on utilise à cet effet. Mais nous pouvons aussi, pour les élèves qui utilisent l'écriture, l'alphabet arabe, on peut donc les inciter à aussi mentionner le symbole arabe et s'ils ne le connaissent pas encore, on leur demande de le faire à domicile ou à l'école. On peut aussi afficher l'alphabet arabe en classe où on peut prévoir des livres et des copies des différents alphabets et faites de sorte que les enfants puissent jouer avec tout cela. C'est très amusant pour eux. Ils jouent aux détectives à ce moment-là et ils vont beaucoup mieux se remémorer toute l'information
si on travaille de cette façon. Ce qu'on explique aussi dans la vidéo, c'est la chose suivante. Donc, on vous montre comment vous pourriez utiliser ces langues du domicile au quotidien. Il faut donc trouver un équilibre entre les différentes langues et on peut le faire de manière très ciblée. Idéalement, chaque jour, vous allez y accorder un certain temps. Cela ne signifie qu'il faille, pendant chaque cours, accepter qu'on parle toutes les langues. Ça, c'est la forme ultime du translanguaging, où on laisse chacun parler sa propre langue ou la langue qu'il souhaite parler. Il ne faut pas nécessairement faire cela. On peut aborder cela avec l'équipe et décider comment on va s'y prendre. Par exemple, le lundi, dans l'enseignement primaire, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ouvre la semaine en s'asseyant dans un cercle et là, les enfants peuvent alors parler dans leur dialecte ou dans leur langue de ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Et après, on peut demander à l'enfant s'il peut le répéter en néerlandais ou bien on le demande à un autre élève et cela fonctionne aussi très bien. Et là, donc, je fais à nouveau référence aux talkies. Les enfants aiment bien s'interpréter l'un l'autre, interpréter vers le néerlandais. Et pour les enfants qui sont un peu plus âgés dans l'enseignement secondaire, on peut le faire à différents moments. On peut aussi se mettre d'accord avec les autres enseignants pour le faire, par exemple, pendant un cours de langue ou pendant un cours d'histoire ou d'éducation civique. Donc, à ce moment-là, on peut prévoir un moment de discussion dans différentes langues. Donc, admettez cela, autorisez cela, et vous verrez que les enfants profitent vraiment s'ils peuvent parler pendant un moment dans leur langue, que ce soit le roumain ou le berbère. Et peut-être que les autres enfants ne le comprendront pas d'emblée, mais ils trouvent cela très amusant d'entendre d'autres élèves parler d'autres langues. Je vous donne encore un exemple concernant la chaussure. Je reviens à la chaussure. Je me souviens d'une école primaire et des primo-arrivants. Une école pour primo-arrivants où il y avait une fille thaïlandaise et il y avait aussi beaucoup d'autres langues dans cette école. Et à un certain moment, on s'est demandé donc quel est le plus beau mot pour chaussure. Et donc, on va écouter maintenant tous les mots proposés par les élèves. Et on a choisi le mot en thaïlandais. Et cette fille, très modeste, était très satisfaite qu'on avait choisi son mot à elle. Donc ça, c'est déjà très joli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi on a choisi ce mot-là, pourquoi il est si joli. Ça peut être lié au son, au rythme ou à l'intonation. Donc, ce sont là à nouveau des caractéristiques importantes qu'on retrouve dans toutes les langues et ainsi on peut expliquer aux enfants ce qu'est une langue. C'est-à-dire qu'il y a la phonologie, la morphologie, la syntaxe, etc. Alors, le mardi, par exemple, on peut aborder cela dans un cours spécifique, par exemple le cours d'histoire ou d'éducation civique. Et donc, il y a là les conversations où on réfléchit aux langues. On peut faire un tour linguistique où les élèves vont produire un dessin ou un texte. Nous avons eu de très beaux exemples. Pour la thématique une fête, un souvenir d'une fête, une fête qu'on a vécue dans son pays d'origine, par exemple. Et donc là, on a énormément de retours des élèves qui trouvent cela très intéressant, très chouette comme exercice. Le mercredi, par exemple, on pourrait parler de l'actualité. Et là, sur Internet, on trouve beaucoup d'inspiration pour discuter de l'actualité dans de nombreuses langues et donner l'espace aux élèves pour le faire. Pour le Covid, vous
pouvez en parler dans toutes les langues en classe et on peut s'écouter et donc apprendre les termes dans les différentes langues. Et en même temps, on aborde aussi la culture, on peut utiliser des posters multilingues et on peut organiser un débat, surtout si les élèves sont un peu plus âgés. Alors le jeudi, on pourrait regarder un film ou un documentaire ensemble, une série sur Netflix par ailleurs. Donc, on peut mettre les sous-titres et c'est très agréable. Lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère, qu'on regarde une série en anglais, donc on peut ajouter les sous-titres pour que les élèves puissent mieux suivre. Désolée de vous interrompre, mais il nous reste que 4 minutes. On a déjà reçu 4 minutes de plus, donc est-ce que tu pourrais rapidement en arriver à tes conclusions? Est-ce que tu veux encore parler du vendredi? Non, non, je vais sauter le vendredi, vous pourrez lire cela à votre aise. Ici, j'ai encore repris quelques liens et je vous montre le poster qui se trouve aussi sur le site web. Et donc, vous pouvez l'imprimer en grand format, c'est pour l'enseignement primaire. Et donc, le matériel est déjà disponible. Et donc, j'arrête le partage d'écran. Comme ça, je vous vois mieux. C'était en tout cas fort intéressant. Grand merci. Je ne sais pas si cela suscite des questions. Il nous reste 3 minutes, tout compte fait. Si vous souhaitez ajouter quelque chose. Je trouve malheureux, c'est assez court, mais bon, voilà. On n'a pas eu le choix. Je m'adresse aussi au chat pour voir s'il y a des questions éventuellement qui sont posées là. L'Iceberg de Cummins, oui, effectivement, c'est une remarque qui a été faite. C'est vrai que l'idée du partage est importante dans le cadre de l'apprentissage linguistique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette image de l'iceberg. C'est comme s'il n'y avait pas de connexion au-dessus du niveau de l'eau, mais il y en a énormément. Donc, je ne pense pas que c'est en fait l'image idéale, même si je la comprends assez bien. Je crois que Céa avait encore une question ou un point de commentaire. En tout cas, grand merci. C'était fort intéressant et ça m'a inspiré, franchement. Alors, j'ai quand même quelques réflexions. Le but, c'est de savoir gérer et proposer plusieurs langues en même temps. Et ça, ce n'est pas toujours évident. J'ai une série de jeux avec des mots néerlandais et des mots espagnols, mais je suis assez frileuse lorsqu'il s'agit de proposer des jeux en plusieurs langues, pas que 2 langues. Mais tu dis proposer ou offrir certains mots ou certaines langues. Het punt is dat je als leerkracht ook die rol. En fait, en tant qu'enseignant, il ne faut pas impérativement assumer ces langues. Il ne faut pas les proposer en tant qu'enseignant. C'est le mot que tu utilisais, proposer ces langues, offrir ces langues. D'une part, effectivement, tu te sers de néerlandais, mais tu te sers aussi de l'espagnol, mais ce n'est pas toi nécessairement la source de toutes ces langues. Considère les élèves comme source, comme ceux qui t'apportent quelque chose. Ils n'apprennent pas seulement. Ils ont également certaines connaissances, et c'est de ces connaissances-là que tu peux te servir. Donc, tu vas proposer quelque chose, oui, mais sur la base de ces élèves qui sont la source, finalement, et l'inspiration. Désolé de devoir couper là. Mais j'avais demandé et reçu 5 minutes de plus, mais il faut qu'on s'arrête là. En tout cas, je voudrais clôturer sur cette idée sur le bilinguisme en enseignement primaire, mais aussi bien sûr donc en enseignement secondaire. Et bien sûr donc, il faut là se servir le plus possible des talkies qui sont nos exemples, nos passerelles en fait dans la communication. Jusque-là. En tout cas,
j'ai copié le lien vers la session plénière. Donc, dès que vous sortirez de cette session, il suffit de cliquer ce lien de la réunion plénière. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci d'avoir participé. Toute dernière remarque, Véronique, n'hésitez pas. Si jamais il vous faut davantage d'informations, n'hésitez surtout pas. Envoyez-moi un mail et je me fais un plaisir de vous répondre. Grand merci en tout cas. Ou sinon, vous me les envoyez à moi, dit Véronique, et moi je ferai le dispatching. En tout cas, grand merci et on se voit bientôt donc en plénière. À bientôt, merci. Thank you.